On va passer à la suite. Oui, On va parler de cytométrie de masse avec Fluidigm et l'UMS S37 6PS. Je vais demander aux personnes concernées d'allumer leur vidéo. oui. Bonjour. 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 Je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Donc du coup, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui avec Aurélien Corneau qui est responsable de la plateforme de cytométrie du CIPS à Petit-Salpêtrière. On va vous présenter deux technologies en une, on va dire, qui est la cytométrie de masse et l'imagerie par cytométrie de masse. On va commencer par la cytométrie de masse. Donc, qu'est-ce que c'est la cytométrie de masse? C'est avant tout de la cytométrie à quelque chose près qu'on va pouvoir étudier beaucoup plus de paramètres qu'en cytométrie classique. Donc, on va pouvoir aller à l'heure actuelle jusqu'à environ une cinquantaine de paramètres sur la cellule unique. Et du coup, ça va être super intéressant dès qu'on va travailler sur des échantillons qui vont être précieux, parce qu'on va pouvoir tout mettre, tous les marqueurs qui nous intéressent dans un seul tube. On ne va pas avoir besoin de faire plusieurs petits panels et de les compléter ensemble. On peut tout faire en une seule fois. Et du coup, ça permet d'économiser de l'échantillon et d'avoir une information beaucoup plus robuste, puisque tout est dans le même tube. C'est maintenant une technologie qui est éprouvée, donc ça existe depuis quelques années maintenant, et le CIPS s'est équipé depuis quasiment le début de cette technologie et a évolué avec la technologie, donc ils ont un très gros background là-dessus, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous avez la moindre question à la suite de cette présentation. Donc, comment c'est possible d'arriver à faire du 50 paramètres en cytométrie? Donc, ce qui va différer, ça va être vraiment la détection, tout ce qui va être détection. Donc, en cytométrie de flux, on utilise des anticorps qui sont couplés à des fluorochromes. Ici, on va utiliser des anticorps qui sont couplés à des métaux. Et en fait, on va détecter ces métaux en fonction de leur masse et non pas, comme habituellement en cytométrie, en fonction de la lumière émise par les anticorps et les fluorochromes. Donc, ceci va permettre d'arriver à extendre le nombre de paramètres. Vous pouvez voir ici que les spectres qu'on obtient sont très très fins, puisqu'on est vraiment sur la masse propre de l'isotope. Donc, on va être capable de distinguer deux masses à 1 Dalton près. Donc, on va pouvoir vraiment distinguer un grand nombre de marqueurs. Et ça va avoir plusieurs avantages. Donc, le premier, c'est que comme on a des spectres très fins, on va pouvoir en mettre beaucoup d'affilés. On ne va pas avoir de chevauchement de spectres, pas de compensation donc. Et on va avoir un autre avantage, c'est que comme on n'est pas sur de la détection de la lumière, on ne va pas avoir de problème d'autofluorescence des cellules. Donc là, on ne regarde pas du tout la fluorescence, on ne regarde pas du tout la lumière. Donc si on veut travailler sur des cellules qui sont très autofluorescentes, des décès par exemple, ou des cellules tumorales, on n'aura pas de problème de l'autofluorescence. Et ça va être aussi le cas dès qu'on va vouloir faire du marquage intracellulaire, puisque la perméabilisation peut générer de l'autofluorescence. Ben là, en fait, on va complètement s'abroger de cette autofluorescence et on va vraiment aller détecter que les métaux qui sont portés par les anticorps dirigés vers les marqueurs d'intérêt. Donc, on propose un grand nombre de réactifs pour être utilisés en cytométrie de masse. Donc, on a un grand catalogue d'anticorps déjà couplés à des métaux. Si jamais les anticorps que vous utilisez en cytométrie de flux ne sont pas notre catalogue et vous voulez vraiment utiliser certains de vos clones, il est possible de faire vous-même vos couplages. Donc, on a des kits de couplage qui existent et on a aussi des kits des panel kits, on appelle ça. En fait, c'est des petits panels qui sont déjà designés pour vous, donc vous n'avez plus qu'à suivre le protocole. C'est des kits où tout est inclus à l'intérieur, il n'y a plus qu'à suivre un protocole, tous les réactifs sont inclus, et du coup, ça facilite encore plus, on va dire, la cytométrie de masse. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier kit que nous avons mis sur le marché, qui est le MaxPar Direct Immuno Profiling DC. Donc ce kit, il va consister en un tube qui contient 30 anticorps en format sec. Donc ils sont directement, le panel d'anticorps est déjà séché dans le tube et vous n'avez plus qu'à rajouter votre échantillon par-dessus. Donc ces 30 anticorps, ils permettent de détecter 37 sous-populations immunitaires du sang humain. Et il y a une option que l'on propose avec ce kit, ça va être une solution d'analyse automatisée qui permet d'analyser ces 37 sous-populations en seulement un clic et 5 minutes par échantillon.
va voir un petit peu plus en détail. Donc, en ce qui va concerner le workflow, tout est complètement standardisé puisque le panel est déjà fait, le mix d'anticorps est déjà fait dans le tube. Donc, vous allez pouvoir simplement ajouter votre échantillon. Ça peut être soit des PBMC, soit du sang total humain. Donc, ça a été développé uniquement pour des échantillons humains pour le moment. Et donc, du coup, on va partir de soit 3 millions de PBMC, soit 270 microlitres de sang, ce qui est assez peu, et du coup, va être intéressant pour des échantillons précieux. Juste après, Aurélien vous montrera un exemple d'utilisation de ce kit. Et donc, du coup, tout ça est fait de manière vraiment standardisée. Le nombre d'étapes à faire pour l'expérimentateur est très limité. Et une fois que le marquage est finalisé, vous pouvez envoyer votre échantillon vers la plateforme qui dispose d'un instrument, donc, comme par exemple le CIPS. Et à la suite de ça, il y a cette méthode d'analyse automatisée qui s'appelle le max par passetter et qui va vous permettre d'avoir un rapport, une génération de rapports vraiment de manière automatique. Et ceci est très rapide et très robuste, puisque du coup, là aussi, on ne va pas avoir d'intervention de l'expérimentateur. Donc, si on revient sur le panel d'anticorps qui compose ce kit, donc vous pouvez voir ici qu'on a 30 marqueurs des populations majoritaires du sang. Et on peut voir ici, donc c'est une représentation sous forme de roue avec tous les canaux disponibles sur notre instrument. Et on peut voir que les canaux en blanc ici sont des canaux qui restent disponibles si on veut rajouter des marqueurs. Donc, dans cette optique, on a développé des petits panels, on appelle ça des expansion panels. Donc, c'est des petits panels qui vont être destinés à aller plus loin dans certaines sous-populations, comme par exemple les T-cells, ou alors les cellules NK, les natural killers, ou alors encore les cellules B ou les myéloïdes. Et là, en fait, on a designé des petits panels qui vont pouvoir s'imbriquer parfaitement avec ce kit, le MaxPar Direct Immune Profiling Assay, et qui peuvent être combinés pour aller un peu plus loin dans vos études. Si ces petits panels ne vous intéressent pas, mais que vous êtes très très intéressé par certains marqueurs dont vous êtes vraiment en pointe dans votre laboratoire, il est possible de rajouter n'importe quel marqueur dans ces canaux-là. Donc bien sûr, toujours en accord avec la plateforme pour vérifier que les marqueurs s'imbriquent bien dans le panel, mais tout ça peut être designé et vous allez pouvoir ajouter un petit peu les marqueurs d'intérêt vraiment pour vous. À la suite de ça, vous allez pouvoir analyser vos données, donc avec ce logiciel d'analyse non supervisé, qui est le MaxPar Passetter. Donc c'est vraiment un clic et 5 minutes par tube. C'est très rapide et très fiable parce qu'on va, en fait, on va s'abroger vraiment de tout ce qui va être biais dû au gating manuel. Parce que si je fais le gating, si vous faites le gating, on est sûr qu'on n'aura pas la même chose. Par contre, avec ce logiciel-là, vous pouvez faire tourner plusieurs fois votre fichier et vous aurez toujours quelque chose de vraiment reproductif. Voici le type de rapport qu'on va obtenir. Donc, pour chaque sous-population, vous allez avoir accès au nombre de cellules par sous-population et aussi aux fréquences, soit dans la population totale vivante, soit dans la population par an. Et donc, du coup, vous pouvez exporter tout ça soit en format PDF, soit en format Excel, et ensuite faire tous les calculs que vous voulez à partir de ces statistiques-là. Donc maintenant, Aurélien va vous présenter ce qui a été fait au sein de la plateforme du CIPS. Donc Aurélien, je te laisse. Merci Émilie. Donc du coup, l'idée c'est de présenter maintenant un petit projet, enfin un projet qui a été fait durant la période de pandémie, durant le Covid, en fait, durant la première vague. Et donc, ça aboutit à un projet qui nous a permis de publier un papier dans Science donc, en août 2020 de mémoire. Alors, l'idée de départ, je te laisse passer la diapo juste après, Émilie. Ouais, merci. Donc, l'idée de départ, c'est, vous connaissez hein, la pathologie. C'est un virus donc, qui va s'attaquer principalement au niveau pulmonaire. Et en fait, on se retrouvait à un problème. Donc, Benjamin Terrier, qui est le médecin qui s'est occupé de cette étude-là, s'est posé la question. Donc, en fait, au bout de 8 à 10 jours, il y avait des patients donc, qui allaient en réanimation, alors qu'avant, globalement, ça allait à peu près, où ils faisaient des grippes, etc., mais ça s'arrêtait là. Et donc, ensuite, on avait vraiment un phénomène de détresse respiratoire sévère. Le problème qui nous a intéressés particulièrement, c'était vraiment sur des patients qui étaient globalement, enfin qui sont en bonne santé, qui avaient moins de 60 ans, donc qui n'avaient pas de facteur de risque et qui se retrouvaient malgré tout en réanimation et qui était un problème vraiment majeur en fait pour lui à l'époque, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez ces patients-là qui a priori n'ont pas de diabète, n'ont pas d'obésité ou ne sont pas extrêmement âgés.
Donc ça, c'était vraiment la grosse question de ce projet-là. Et donc, l'idée, c'est donc de partir de plusieurs types de patients, hein. Il s'est intéressé, donc évidemment, on a utilisé un groupe de donneurs sains pour avoir notre contrôle, de regarder en fait le système immunitaire global de chacun de ces groupes, et donc grâce au panel que vous a présenté Émilie. Donc, on avait 4 types de groupes. Les donneurs sains, des patients qui ont fait un syndrome Covid modéré, on va dire, des patients sévères qui étaient en hospitalisation et des patients qui étaient en niveau critique, donc qui se retrouvaient en réanimation. Donc, je te laisse passer. Voilà. Donc, l'idée de Benjamin, en fait, l'idée du kit que vous a présenté Émilie, c'est vraiment qu'il est accessible et extrêmement simple d'utilisation. En fait, le médecin Benjamin prélevait le sang directement au chevet du patient, hein, donc il allait récupérer le prélèvement de sang. Donc, j'ai mis un peu un timing aléatoire, mais globalement, on va dire 15 minutes. Puis ensuite, il réalisait son marquage. L'avantage, c'est qu'on est donc sur des tubes avec des anticorps qui sont lyophilisés, donc il n'a absolument rien à faire si ce n'est sortir son tube et mettre 270 microlitres de sang. Donc en fait, il avait une pipette directement dans la chambre du patient pendant qu'il faisait les différentes choses qu'il a à faire là-bas. Le marquage dure une demi-heure. Derrière est suivi la liste des globules rouges. Ensuite, il va faire une fixation des cellules avec de l'iridium. L'iridium, c'est ce qui va permettre d'identifier les cellules, parce que dans la cytométrie de masse, vous perdez en fait la conformation FSC-SSC, donc la structure de vos cellules. Donc, pour pouvoir les identifier, il faut pouvoir marquer l'ADN, et on va marquer l'ADN grâce à l'iridium. Ça prend 1 heure d'incubation. Vient ensuite l'étape d'après qui est totalement facultative. Là, non, on ne l'a pas fait pour l'étude Covid, mais de façon globale, on le fait. On réalise une congélation des échantillons à moins 80 degrés. Donc là, ça va nous permettre de stocker un certain temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a des études qui viennent par exemple de Rennes, on fait des études qui viennent de Abu Dhabi, etc. Et donc là, il faut évidemment pouvoir permettre le transport. Et une congélation à moins 80, c'est hyper pratique, ça marche très bien et ça ne fait pas perdre de cellules vu que les cellules sont fixées. Donc on n'a vraiment aucun souci là-dessus. Vient ensuite l'étape d'après qui est le passage au cytomètre, hein. Donc un tube comme ça, c'est à peu près un quart d'heure de passage pour analyser l'intégralité des populations immunitaires. Donc on va jusqu'au PDC, les CD4 activés, les CD4 des différentes sous-populations, etc., etc. Donc on a vraiment une vraie vision globale de ce qu'on peut voir avec ce panel-là. Et enfin, pour terminer, on peut faire l'analyse directement. Donc, en fait, le soir, au bout de 2h20, hein, le soir, le Benjamin avait les résultats de l'étude avec toutes les sous-populations données exactement dans les détails. Donc, vraiment faire son suivi au jour le jour pour pouvoir implémenter les patients chaque jour qui passait, quoi. Ok, pour la diapo d'après. Donc ça, c'est les résultats, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment pour vous montrer la simplicité, vraiment c'est extrêmement simple. Et donc, ce sont tous les résultats qu'il a obtenus. Donc là, on n'en a montré qu'une petite partie. À droite, en fait, sont les différents histogrammes, vous avez l'habitude, entre les différents types de patients. Et donc, on observe des variabilités assez importantes, entre autres au niveau des NK. Alors, ce n'est pas forcément représenté au niveau des plasmocytes qui étaient complètement, les plasmablastes qui avaient disparu, etc. Les NK qui disparaissaient chez les patients en réanimation. Et en fait, à gauche, ce que vous voyez, c'est une présentation Visné, qui est une présentation en multiparamétrique, c'est-à-dire que ici, vous retrouvez l'intégralité des différentes sous-populations. Par exemple, en violet, vous voyez les lymphocytes TCD8. Ça représente donc la map générale. Et en dessous, vous avez les density plots qui vous permettent de voir la modulation des populations en fonction des groupes. Et donc, si on reprend les NK qui sont en bleu, par exemple, pour vraiment vous montrer un peu l'idée, les NK sont en bleu, donc ça, c'est là où on va les identifier. Vous voyez bien que chez les LC control, on retrouve bien les deux populations de NK. Chez les mild to moderate, on va les retrouver également. Chez les sévères, pas de problème. Et vous voyez bien que dans les cas critiques, par exemple, on a une donne modulation importante des NK. On va avoir exactement la même analyse qui va être faite donc, pour toutes les sous-populations des patients. Et au final, au niveau des résultats, je te laisse passer la diapo au final, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Ce qu'on a pu observer, c'est vraiment une baisse drastique des populations, de façon quantitative, des populations dendritiques, principalement des PDC. En parallèle, on a aussi vu des déficits quantitatifs au niveau des lymphocytes TCD4 et CD8. Alors, il faut bien entendre que cette étude-là, vous me dites, oui, en fait, on n'invente rien, mais en fait, ça a été la première qui est sortie sur le Covid dans les cas de réanimation en termes de description générique des différentes sous-populations immunitaires dans le monde. Parce que grâce au kit de Fluidigm, ça a été extrêmement rapide. Finalement, on a commencé l'étude au début de la pandémie, donc en mars 2020. En avril, on avait, même fin mars, quelque sorte, on avait fini quasiment d'implémenter tous les patients. Le papier était écrit en mai, il est sorti officiellement en août, mais comme il était donc
c'est vrai que ça a été extrêmement rapide et ça nous a vraiment permis d'avoir des informations extrêmement importantes pour tout le monde. En parallèle de ça, je ne l'ai pas dit, mais dans le papier, en fait, Benjamin fait aussi une étude en transcriptomique, etc., où il montre en fait un déficit de production des interférons de type 1 chez ces patients-là de façon globale. Alors après, en réalité, il y a quelques petites variabilités, mais voilà un peu l'idée de à quoi peut servir ce panel. C'est vraiment, par exemple, on ne connaît pas la maladie, on se pose la question de ce qui se passe, on veut vraiment dégrossir de façon très simple et très rapide tous les résultats. Et ce kit-là, il est vraiment idéal pour ça. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur des maladies rares, par exemple, lorsque on n'y connaît rien, on ne sait pas ce que c'est. Et finalement, on se dit, bah, tiens, si je lançais ce panel pour pouvoir voir déjà quelles sont les premières informations qu'on peut avoir. Et après, derrière, vous pouvez affiner, finalement, soit en cytométrie conventionnelle en choisissant des marqueurs plus précis, soit en cytométrie de masse, parce qu'il est tout à fait possible après de développer, comme l'a dit Émilie, des panels plus précis avec l'intégralité des anticorps qui vous intéressent, où on peut en mettre 44 à l'heure actuelle. Voilà un peu, donc je vais assez vite parce que c'était pas trop le but, mais voilà, pour vous montrer un peu l'efficacité de ce type de panel. Émilie, je te laisse reprendre la main pour l'hyperion. Merci beaucoup, Aurélien. Donc, du coup, en tout début de présentation, je vous ai dit qu'on allait vous présenter deux technologies en une. Donc, on a vu jusqu'à présent la cytométrie de masse en général, donc qui est vraiment la partie suspension de l'instrument. Mais parfois, ça va être intéressant d'aller un petit peu plus loin que la suspension. Par exemple, si on travaille sur des tumeurs, c'est bien de savoir qu'on a des leucocytes qui vont infiltrer les tumeurs. Si on a une tumeur complète qu'on digère, on va voir des T qui s'infiltrent, on va avoir différentes cellules immunitaires qui s'infiltrent, mais on va avoir du mal à vraiment savoir comment ça se fait en fait, et on va avoir du mal par exemple à différencier différents types de tumeurs, comme ici, où on va avoir des tumeurs, on va dire hot tumeurs, des tumeurs inflammées, où on va avoir vraiment une grande pénétration des cellules immunitaires à l'intérieur. Ou alors des tumeurs froides, donc où du coup les cellules immunitaires sont présentes mais ne pénètrent pas vraiment au cœur de la tumeur, ou alors des tumeurs complètement froides où il ne va pas du tout y avoir d'interaction avec les cellules immunitaires. Et tout ça, on ne peut pas forcément le voir par cytométrie, parce que si on prend par exemple ces deux tumeurs-là et qu'on les digère, on va avoir accès à toutes les cellules, on ne sait pas vraiment où elles sont positionnées, et des fois c'est bien d'avoir accès à la géographie des cellules et à leur interaction, avoir des informations sur les interactions des cellules entre elles pour avoir plus d'informations. Et c'est quelque chose qui a été fait aussi durant le Covid, comme Aurélien le présentait, mais pour savoir un petit peu comment les cellules interviennent au niveau des poumons, du cerveau, parce que ça a infecté beaucoup d'organes. Et donc pour cela, en fait, on a cet instrument qui s'appelle l'Hyperion, qui est aussi disponible sur la plateforme du CIPS. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est juste un module d'imagerie, donc le module d'Hyperion qui est ici, qui va venir se greffer à l'Hélios, qui est le cytomètre de masse. Donc en fait, c'est juste un module supplémentaire qu'on va venir mettre en contact avec le cytomètre de masse et qui va pouvoir permettre d'étudier des coupes donc, du tissu et d'avoir vraiment une information sur la géographie de ce tissu, sur où sont localisées les cellules et quelles sont les interactions les unes avec les autres. Donc, il est à l'heure actuelle possible de détecter plus de 30 marqueurs sur une seule lame. Donc là, on a un gros gap dans ce qui est fait actuellement en imagerie. Et du coup, ça va être aussi super intéressant pour des tissus qui seront, on va dire, précieux, puisque là, on arrive à marquer un grand nombre de marqueurs sur une seule lame. Jusqu'à présent, en immunofluo ou alors en IHC, on fait plutôt du 4, 5, 6 couleurs. Là, on va pouvoir faire toutes les couleurs directement sur une seule lame. Et ça va être possible grâce à ce module-là. Ce qui va concerner le workflow vraiment de préparation des lames, ça ne change pas beaucoup de l'imagerie classique. Donc là, c'est juste une petite comparaison entre un marquage IHC, immunohistochimique, et un marquage en IMC, donc l'imagerie par cytométrie de masse. Tout ce qui va être préparation de l'échantillon reste la même, donc tout ce qui va être inclusion au bloc, tout ça vraiment préparation du tissu, et puis la déparafination, l'antigène rétriviol, tout ce qui va être vraiment préparation de la lame, tout ça, ça reste vraiment en commun, c'est exactement la même chose. Et tout ce qui va concerner le marquage va être hyper simple en cytométrie de masse, puisque là encore, on va utiliser des anticorps couplés à des métaux. Donc le marquage est primaire, on n'a pas besoin de faire de sandwich, on n'a pas besoin, comme en IHC, de faire en secondaire un primaire, puis de rajouter un substrat. Voilà, on ne va pas avoir besoin de cette génération de composés chimiques.
Et donc, le marquage est très simple, très facilité. Et une fois que le marquage est fini, il faut savoir que les lames se gardent très longtemps, parce que les métaux sont quelque chose de vraiment, on va dire, très stable, qui résiste à la lumière, qui résiste à la température. Donc là, on préconise de garder les lames dans un endroit sec, à température ambiante, mais vous pouvez les garder pendant 1 an. Il n'y a vraiment pas de souci après marquage. En ce qui va concerner l'acquisition, comment ça va fonctionner? Donc, une fois que vous avez votre lame qui a été marquée avec les anticorps couplés aux métaux, vous avez juste à l'insérer dans le module d'imagerie. Et en fait, vous allez avoir un laser qui va venir ablater votre tissu, donc il va venir décrocher des morceaux de tissu à 1 micron près. Donc, c'est-à-dire que ça va décrocher des petits carrés de 1 micromètre carré. Donc, ça va être la résolution de l'instrument. Donc, vous allez avoir une image qui va être résolue à 1 micron près. Et vous allez avoir chaque petite partie du tissu qui va être ablatée, donc qui va être vraiment décrochée et qui va être amenée vers le cytomètre de masse pour être analysé. Donc chaque petit carré qui va être ablaté va ensuite être analysé et va correspondre à un pixel. Donc chaque pixel va contenir les informations des anticorps qui le composent. En ce qui va concerner l'analyse de données, donc ce qui va être vraiment important à retenir, c'est qu'on va avoir la possibilité de segmenter ces images. Donc une fois qu'on a récupéré l'image avec les 30 marqueurs, par exemple, on va avoir la possibilité de segmenter cette image pour arriver à avoir un fichier single cell, donc à l'échelle de la cellule unique. Et on va pouvoir traiter ce fichier de manière non supervisée. Donc par exemple avec le logiciel Histocat, il existe d'autres logiciels. Si vous avez vraiment besoin de plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de la plateforme là encore. Mais en fait, le but, ça va être vraiment de faire de l'analyse non supervisée sur ces fichiers single cell et aussi d'aller voir les interactions entre les cellules. Donc, il va être possible d'identifier par exemple les cellules T et de demander avec quel type de cellules mes cellules T sont plutôt en contact et des choses comme ça. Un des avantages vraiment importants de l'imagerie par cytométrie de masse par rapport à de l'immunofluorescence, par exemple, donc, il y a le nombre de marqueurs, évidemment, mais aussi le fait que, comme pour la cytométrie de masse, on s'affranchit complètement de l'autofluorescence des tissus. Donc là, en fait, vous pouvez voir la différence entre un tissu acquis en immunofluorescence et un tissu acquis en imagerie par cytométrie de masse. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas du tout de bruit de fond dû au tissu lui-même. Et donc, du coup, s'il n'y a pas de marquage avec l'anticorps, on n'aura pas de signal venant du tissu. Donc, juste pour terminer sur l'imagerie par cytométrie de masse, ici, c'est juste un exemple de ce qui a pu être publié jusqu'à présent. Donc, on a maintenant un assez grand nombre de publications qui ont vu le jour avec l'imagerie par cytométrie de masse. Et cette publication permet de voir un petit peu le type d'image qu'on peut générer. Donc, vous voyez que là, ils sont allumés 6 marqueurs différents. Donc, bon, bien sûr, on n'allume jamais les 30 marqueurs sur une seule image parce que l'œil n'est pas capable de voir 36 marqueurs. Donc, on fait en général entre 3, 4, 5 couleurs par image. Mais on va être capable d'allumer vraiment les marqueurs qu'on veut avec les couleurs qu'on veut et de faire les combinaisons que l'on désire. Donc là, dans ce papier, ils ont fait un panel de 35 marqueurs et ils ont été capables de trouver en fait 18 nouvelles signatures dans le cancer du sein et qui permettent du coup de mieux stratifier les patients. Et c'est quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant avec les autres technologies qui existent et du coup qui a permis d'aller un petit peu plus loin dans cet esprit-là de stratification des patients. C'est un peu un côté clinique, mais voilà. Donc je vais maintenant laisser la parole à Aurélien pour les dernières slides de cette présentation. Donc, là, c'est l'idée de vous présenter un peu le fonctionnement sur CIPS, comment ça se passe si vous voulez lancer un projet. Donc, Émilie, je vais juste passer à la diapo d'après. On n'a pas encore de projet, enfin, on a beaucoup de projets Hyperion qui sont en cours, mais comme la machine est arrivée il y a globalement moins d'un an, évidemment, à l'heure actuelle, il n'y a aucune publication qui est sortie sur l'Hyperion, mais ça ne devrait pas trop tarder. Alors,
Au niveau de SIPS, l'idée, c'est vraiment qu'on soit là pour vous accompagner du début à la fin et qu'en fait, ce ne soit pas que de la prestation de service, au moins pour le projet, enfin, que de la prestation uniquement de passage de lame ou de passage d'échantillon. Au moins pour les premiers projets, on a vraiment dans l'objectif de vous accompagner du début à la fin. Donc, on fait souvent une réunion préalable pour pouvoir voir la faisabilité de votre projet et si ça peut s'inscrire finalement dans est-ce que votre problématique, elle peut être répondue grâce aux technologies qu'on a sur le site, parce que c'est possible qu'on puisse aussi vous orienter vers autre chose. Clairement, l'objectif n'est pas de vendre entre guillemets de l'activité, mais vraiment de réaliser un projet scientifique. Et donc ensuite, on fait de l'accompagnement du début à la fin. Donc on a 3 types d'accompagnement. Soit de la prestation pure et simple. En général, on ne le propose jamais au départ parce que c'est vrai que les technologies sont assez lourdes. Et donc, si vous ne maîtrisez pas le sujet, ça n'a pas tellement de sens de faire de la prestation pure. En général, c'est plutôt de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement tout au long du projet. On peut vous accompagner dès l'écriture du financement jusqu'à la publication. Et on a aussi un 3e niveau qui est un peu plus poussé, on les limite évidemment parce qu'on est que 3 sur 3,5 exactement sur la plateforme. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des accompagnements jusqu'à l'analyse de données que l'on réaliserait qui serait réalisé par nous-mêmes. Mais là, c'est plus compliqué. Il faut vraiment qu'on puisse aller, qu'on s'intègre complètement dans le projet. Ensuite, on propose des formations d'analyse de données, que ce soit à la fois hiérarchique, supervisée, type Flojo, et évidemment des analyses non supervisées parce que c'est assez nouveau encore. Enfin, c'est assez nouveau. Ça commence à s'ancrer, mais je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Et l'idée ensuite, là, maintenant, la plateforme, c'est vraiment de vous aider aussi à faire des analyses non supervisées automatiques. Pas forcément qu'en cytométrie de masse d'ailleurs, mais que ce soit aussi en cytométrie en flux, etc. Et enfin, si vous voulez avoir donc, toutes les informations de tarification, il n'y a pas de problème. Vous avez le site web où nous contacter. Également, je voulais signaler qu'on a un recrutement qui est prévu d'un CDD, d'ingénieur d'études, qui est prévu pour le 1er décembre 2021. Et donc, on a ouvert aux candidatures. Donc, si ça intéresse quelqu'un de pouvoir travailler sur la plateforme, et l'idée, c'est de faire de l'accompagnement de projets scientifiques et évidemment du passage, de s'intéresser aux hautes technologies, eh ben, vous êtes le bienvenu pour nous envoyer une lettre et un CV. Voilà. Et pour terminer, j'ai fait une petite diapo dernière qui vous représente un peu toutes les publications qu'on a eues entre 2020 et 2021. Donc, on a beaucoup de projets évidemment d'immunovirologie, parce qu'avec le Covid, ça nous a permis un peu d'en avoir. Mais on a aussi pas mal d'oncologie, on a un petit peu sur d'instimologie et un projet aussi sur les maladies rares, comme je vous disais, qui utilise de plus en plus le Deep Panel. Et c'est vrai que ça va arriver dans les quelques semaines, et voire quelques mois qui viennent. On a plusieurs projets maladies rares, vraiment pour dégrossir le système immunitaire. Comment réagit le système immunitaire à chaque type de maladie et qui est souvent accompagné en fait par rapport à des études transcriptomiques, etc. Voilà, donc je voulais vous remercier de votre attention. Et puis, Émilie, si tu veux passer à la diapo d'après, vu que c'est la dernière. Et n'hésitez pas à nous contacter, nous, pour la plateforme, ou Émilie, si vous avez des questions plus de l'ordre cytométrie de masse technique par rapport à Fluidigm. Voilà. Merci beaucoup. On va maintenant prendre les questions. Alors, Anne Bertrand, est-ce qu'on peut faire de l'hypérion sur les coupes de tissu congelés? Je ne sais pas si tu veux répondre, Aurélien. Oui, on peut faire de l'hypérion sur les lames de tissu congelées. En fait, c'est FFPE ou cryo, les deux sont possibles. Émilie, tu me corriges, mais je trouve que cryo, vous avez plus, en congelé, vous avez plus d'anticorps qui seraient potentiellement fonctionnels, mais les marquages, je les ai trouvés un tout petit peu moins jolis. Mais ça, c'est personnel. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Je ne suis pas un grand expert de l'imagerie. Après, en fait, je pense que si vous travaillez déjà sur coupe congelée, vous le savez, mais c'est plus délicat d'avoir une bonne... on va dire d'avoir quelque chose de bonne qualité, on va dire, un tissu de bonne qualité. Si vous maîtrisez la partie coupe congelée et que vous avez des tissus de bonne qualité, que vous arrivez à avoir de jolis marquages en IF, par exemple, ça marchera aussi en IMC, en cytométrie de masse. Mais oui, les deux sont possibles. Et c'est vrai que, comme disait Aurélien, en fait, en coupe congelée, on va avoir plus d'anticorps disponibles, nous, au catalogue, que pour des coupes FFPE pour le moment. Mais voilà, si jamais vous avez des anticorps que vous connaissez qui marchent bien, on a aussi la possibilité de les coupler à façon. Merci. Laetitia Lacroix, bonjour. Comment se passe le démasquage avec l'hypério? Bain-Marie. Là, globalement, ça fonctionne. Et alors, il faut vraiment penser que la cytométrie de masse comme l'imagerie de masse, c'est exactement pareil que de la cytométrie conventionnelle et de l'imagerie conventionnelle. Donc,
Si ça fonctionne, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, en cytométrie ou en imagerie, il faut garder vos protocoles qui fonctionnent et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc, le démasquage reste le même. Émilie, tu me corriges, mais le démasquage reste exactement le même que si ça fonctionne sur vos lames habituelles, c'est exactement le même protocole. En fait, les protocoles ne sont absolument pas différents. C'est juste les anticorps qui changent et du coup, la machine derrière qui va changer. Mais sinon, il n'y a absolument aucun changement en amont, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est tout. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toute cette journée. Je vais donner la main à Karim pour clore la journée. La parole, pas la main. Merci à tous. Je crois qu'on a eu 3 temps forts là. Je pense que c'était une journée réussie avec la session single cell, ensuite la session des plateformes et les plateaux technologiques. On a eu, au final, je me demande si on n'a pas eu plus de fréquentation que dans les amphis du 105. Mais bon, j'espère quand même vous revoir très prochainement en présentiel. Voilà, donc j'espère qu'At2Cups va pouvoir réorganiser très rapidement des rencontres de façon à ce qu'on puisse se voir, se parler et se toucher. Voilà, le mot de la fin, c'est à très bientôt et merci de votre participation. Au revoir.